Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la tendance des marchés à la mi-journée et sur les actualités évidemment qui concernent les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir. Cette fois-ci, 1 heure pour prendre un petit peu de recul sur les enjeux et les tendances de marché. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur le sujet du pétrole. Alors le pétrole qui évolue en légère hausse ce matin. Le baril de Brent oscille autour des $117, tandis que le WTI oscille lui autour des $111. Alors que le sujet énergétique alimente toutes les craintes vis-à-vis de l'activité économique sur le sol de la zone euro cet hiver et que les pays européens cherchent des alternatives au pétrole et au gaz russe. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont d'ailleurs entretenus à ce sujet en marge du G7 sur le fait que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis seraient presque déjà au maximum de leur capacité. On note également à la mi-journée que Janet Yellen, lors d'un entretien avec le ministre des Finances chypriote, aurait milité selon Bloomberg pour un plafonnement des prix du pétrole russe, un plafonnement des prix qui pourrait maintenir l'approvisionnement mondial d'un côté et limiter les revenus du Kremlin de l'autre. Des sujets que nous commenterons dans un instant dans Smart Bourse. Nous évoquerons également dans Smart Bourse le contexte économique actuel alors que l'Institut GfK, qui mesure notamment la confiance des consommateurs en Allemagne, fait ressortir une baisse de celle-ci pour le mois de juillet. Après un mois de juin à moins 26,2 points, l'indice de confiance passe à moins 27,4 points pour le mois prochain, touchant ainsi son plus bas historique. Nous reviendrons donc dans quelques instants sur les scénarios économiques et de marché de nos différents intervenants. Et nous consacrerons également un temps à la Chine qui rouvre progressivement son économie et qui est porteuse d'espoir de relance pour de nombreux investisseurs. Pourtant, les entreprises présentes en Chine ne cachent pas leurs incertitudes vis-à-vis de leur activité sur le sol chinois, alors que la politique zéro Covid menée par le gouvernement peut conduire à des arrêts brutaux d'activité. Et par ailleurs, le secteur immobilier chinois, actuellement en difficulté, fait dire à certains économistes que la reprise en Chine pourrait être plus complexe que prévu. Nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse. A tout de suite. Et nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. Le CAC évolue en nette hausse à la mi-journée. L'indice accueille chaleureusement la réduction de la quarantaine pour les voyageurs arrivant en Chine depuis l'étranger. Le pays n'imposera plus 21 jours de surveillance aux voyageurs. Il s'agit de l'un des plus importants assouplissements de sa stratégie zéro Covid appliquée de manière stricte depuis le début de la pandémie. Le secteur du luxe en profite largement. LVMH, Kering et Hermès progressent. La Chine, où la Banque centrale a par ailleurs réaffirmé sa politique accommodante. L'absence de mauvaises surprises de la part de la BCE constitue aussi un facteur de soutien. À l'occasion du discours d'ouverture du forum annuel de la BCE à Sintra, Christine Lagarde a réaffirmé son intention de relever les principaux taux directeurs de 25 points de base en juillet et d'ajouter qu'une hausse plus importante pourrait intervenir en septembre si nécessaire. Celle-ci s'est aussi attelée à rassurer en précisant que le nouveau programme d'achat d'obligations permettra d'empêcher un creusement excessif des écarts de rendement au sein de la zone euro. Parmi les derniers indicateurs publiés sans trop de surprise en juin, le moral des ménages français a poursuivi sa baisse et ce pour le 6e mois consécutif. Même tonalité en Allemagne où le moral des consommateurs devrait atteindre son plus bas historique en juillet. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, on note que le secteur de l'énergie bénéficie de la remontée des cours du pétrole. Total Energy avance dans le vert. Plus forte hausse du SRD, Aramis Group bondit sous l'effet d'une annonce selon laquelle le groupe rachète l'Autrichien Online Cars. L'opération a été financée par l'augmentation de lignes de crédit mises à sa disposition par Stellantis. Stellantis, dont le titre progresse aussi. Les actionnaires de Nissan réunis en assemblée générale ont rejeté la proposition visant à désigner Renault comme maison mère du constructeur japonais. Renault est en nette hausse. Et puis Michelin avance aussi dans le vert suite à l'annonce de la cession de ses activités en Russie. Celle-ci aura lieu d'ici fin 2022. Le groupe précise par ailleurs que cette opération n'aura pas d'impact sur ses objectifs financiers. Voilà donc Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alix Nguyen.
Et c'est parti pour Smart Bourse. Nous sommes accompagnés dans un premier temps par Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM, qui est donc avec nous. Bonjour Laetitia Baldeschi. Bonjour Nicolas. Vous êtes donc au téléphone avec nous dans ce contexte d'incertitude actuellement sur les marchés financiers. Il est intéressant de voir effectivement comment chacune des maisons finalement ou chacun des experts voit un petit peu les scénarios, et ça tombe bien puisque chez CPR Asset Management vous avez réalisé des scénarios de marché à 3 mois qui ont été publiés il y a quelques jours, le 24 juin dernier. Vous avez 3 scénarios avec 3 scénarios qu'on retrouve assez régulièrement. La question c'est: y aura-t-il une récession? N'y aura-t-il pas de récession? Y aura-t-il une récession technique ou une vraie récession, notamment aux États-Unis? Et votre scénario, mais vous allez nous expliquer les différents scénarios, mais votre scénario qui recueille le plus de probabilités, c'est justement des craintes de récession et une chute des anticipations d'inflation, Laetitia Baldeschi. Oui, effectivement, la période étant ce qu'elle est, nous sommes finalement, nous reflétons à travers nos scénarios ces incertitudes, puisque quand on regarde, nous avons 3 scénarios qui sont probabilisés respectivement à 30 et 40%. Donc comme vous pouvez l'entendre, c'est très partagé. Et il n'y a pas finalement de scénario central ou dominant, puisque 40 c'est quand même très très faible. Et au regard, vous avez 2 autres scénarios qui représentent 60% d'opposition. Donc je dirais, effectivement, nous avons mis un peu plus de probabilité sur ce scénario qui finalement nous indique que le marché s'oriente immédiatement vers, ou met je dirais l'accent sur les craintes d'anticipation de récession. Et j'avoue, comme vous venez de le signaler, que les enquêtes de confiance, notamment des ménages en Europe, nous donne un peu de lien finalement et de poids à ce scénario, puisqu'on le voit, les enquêtes sont en train de se retourner un petit peu partout. Alors c'était moins visible sur les PMI, mais ça l'est beaucoup sur les confiances des ménages. On a des enquêtes qui chutent plus aujourd'hui qu'elles ont chuté au début de la crise Covid. Donc on voit bien que les inquiétudes sont là. Et pourquoi? Parce que cette inflation persistante qui vient gréver le pouvoir d'achat des ménages pèse sur le moral de ces derniers, et nous avons quand même beaucoup d'indicateurs qui commencent à montrer des signaux de faiblesse. C'est l'évolution de la consommation, notamment aux États-Unis. On voit bien que si en nominal on reste avec une dynamique assez forte, les niveaux de consommation réelle sont très très faibles actuellement. Donc ceci pourrait pousser finalement les banques centrales à interrompre un peu plus tôt que prévu le processus de normalisation monétaire. Donc c'est ce que traduirait ça se traduirait dans les marchés par une baisse des taux longs, et puis des baisses des marchés actions dans leur majorité, parce que finalement des anticipations de résultats négatifs. On a eu encore une fois des annonces, notamment sur certaines sociétés américaines qui annonçaient dans la consommation, notamment une baisse de leur chiffre d'affaires et de leurs perspectives, surtout avec une réduction de leur marge. Tout ceci alimente ce scénario de crainte de récession. En face de ça, nous avons 2 scénarios. Le premier qui est celui dans lequel nous voyons des banques centrales qui seraient toujours plus agressives, parce que les tensions inflationnistes continueraient d'être notamment alimentées par le conflit ukrainien et les mesures, comme on peut les observer jour après jour, notamment sur le marché de l'énergie, qui crée une tension supplémentaire sur cet approvisionnement en énergie en Europe, avec la réduction des livraisons de gaz russe notamment. Et ça entraîne toujours les anticipations une inflation forte et des anticipations d'inflation qui se maintiennent. Et dans ce cadre-là, les banques centrales seraient obligées d'accélérer encore leur rythme de normalisation, voire de durcissement monétaire. Donc ça également, ce serait très mauvais évidemment pour les marchés actions, le plus mauvais des scénarios, en tout cas dans notre vision à 3 mois. Et par contre, là, sur ce scénario-là, nous aurions un fort mouvement de relèvement des taux encore à venir, avec un objectif de taux long 10 ans aux États-Unis à 4%. Donc on voit un vrai mouvement. Dernier petit scénario de rebond technique, un peu illustré par les quelques jours que l'on a pu voir sur les marchés actions dernièrement.
probabilisé à hauteur de 30%, ce scénario de rebond technique, qui s'appuierait surtout sur une petite détente potentielle sur le marché ukrainien, enfin le conflit ukrainien, pardon, mais surtout une reprise de la dynamique chinoise. Alors là, évidemment, ce matin, l'allègement sur les mesures de confinement et de quarantaine est un facteur de soutien, bien évidemment, à ce scénario qui reposerait effectivement sur cette reprise de la croissance chinoise. Ça, dans un cadre où des banques centrales continueraient leur pas de normalisation tel qu'elles l'ont annoncé. Et donc, Madame Lagarde, qui venait encore ce matin de confirmer les 25 centimes de hausse, premier mouvement de hausse pour le mois de juillet. Mais donc, ça veut dire que dans le scénario, donc effectivement, vous l'avez rappelé, 3 scénarios, 30, 30 et 40% pour une récession. Donc, ça reste assez équilibré. Effectivement, il n'y a pas de scénario central. Dans le scénario, le dernier que vous nous avez donné, celui d'un rebond technique, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la réouverture de l'économie chinoise et la reprise économique chinoise. Eh bien, oui, c'est l'un des facteurs de soutien, si vous voulez, parce que ça va permettre d'avoir une demande un peu plus vigoureuse, notamment, et surtout une remise en marche de l'ensemble des chaînes de valeur. On a eu beaucoup de blocages et qui ont expliqué une partie de l'inflation actuelle et du ralentissement, notamment dans les enquêtes manufacturières. On voit bien dans les chaînes d'approvisionnement des blocages encore liés aux mesures de restriction d'activité en Chine. Donc, il faut que la Chine redémarre de façon beaucoup plus équilibrée et l'ensemble de ces industries, ce qui n'est pas le cas encore à aujourd'hui, et donc il faut retrouver une dynamique chinoise. Après, est-ce que la question que nous nous posons, bien évidemment, c'est la capacité des autorités à relancer la machine chinoise. On voit que les ménages sont inquiets en Chine, on a une chute considérable de la confiance des ménages sur les derniers indicateurs disponibles, une consommation qui reste très faible, des ménages qui n'ont pas été soutenus par les autorités publiques comme l'ont été les ménages américains ou européens au plus fort de la crise du Covid, avec un système de protection sociale qui est quand même bien plus faible qu'en Europe ou aux États-Unis. Bien, vous avez des Chinois qui restent très très prudents dans leur dynamique de consommation. Et alors justement, Laetitia Baldeschi, le fait qu'il n'y ait pas eu de soutien budgétaire à la population chinoise, comme on a pu le voir effectivement aux États-Unis ou en Europe, c'est un argument pour certains de dire ils ont encore la capacité de le faire et donc de relancer la machine. Ça fait partie effectivement de la façon dont vous voyez les choses sur la Chine aujourd'hui ? Alors, je ne pense pas qu'il y aura de soutien direct aux ménages. D'abord, le Premier ministre lui-même, Li Keqiang, a dit qu'ils en étaient bien incapables. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. En revanche, ils vont actionner les leviers habituels, à savoir dynamiser les investissements en infrastructure, ce qu'ils ont déjà annoncé via des aides publiques, via de la distribution de crédit. Et puis essayer de relancer la construction. Pour le moment, les données sont un peu inquiétantes puisqu'on est toujours dans une phase d'ajustement très fort de ce secteur de la construction. Et il faut bien voir qu'il pèse énormément dans le PIB. Il représente 25% du PIB si on prend l'ensemble des secteurs en amont et en aval de ce grand domaine de la construction et de l'immobilier. Donc c'est essentiel pour la Chine d'arriver à relancer, en tout cas d'arriver à stabiliser dans un premier temps ce secteur et éviter de voir mois après mois les ventes de logements, les mises en chantier s'effondrer comme on peut l'observer depuis le début de l'année. Mais alors justement, est-ce que la Chine peut reprendre ce rôle alors peut-être pas de locomotive, mais en tout cas assurer une reprise économique sans un marché immobilier dynamique, Laetitia Baldeschi ? Je pense que ce sera difficile et d'ores et déjà, on peut émettre quelques doutes sur la capacité des autorités chinoises à conduire la Chine sur une trajectoire de croissance de 5,5%, comme cela a été annoncé en début d'année. Néanmoins, il me semble et les annonces de ce matin encore vont dans ce sens-là. Ils ne peuvent pas ne rien faire. Il faut absolument relancer la machine, ne serait-ce que pour réduire le taux de chômage. Vous savez
qui dit taux de chômage élevé dit potentielle agitation sociale. Dans une année politique très importante pour le président Xi, il est hors de question d'avoir de l'agitation sociale dans le pays. Donc ils vont faire le maximum pour essayer de relancer la machine. Maintenant, il me semble que leurs moyens sont assez faibles, encore à aujourd'hui, au regard de l'ampleur de la tâche. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller à moyen terme. À court terme, on va avoir un rebond. Et donc, je pense que les marchés vont en profiter, d'autant plus que les marchés chinois ont été parmi ceux les plus attaqués et les plus mauvais en performance, en tout cas sur les 18 derniers mois. Donc, il va y avoir un rebond, ce qu'on appelle un rebond technique à 3 mois. Et donc, c'est vraiment, il me semble qu'on a potentiellement ce scénario qui pourrait se réaliser. Maintenant, sur le moyen terme, je suis beaucoup plus sceptique sur la capacité de la Chine à durablement relancer sa dynamique. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi d'avoir partagé avec nous votre expertise donc sur le contexte actuel et plus précisément sur les scénarios économiques et de marché notamment en Chine. Laetitia Baldeschi, je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPRAM et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons donc avec la deuxième partie de Smart Bourse. Nous sommes à présent accompagnés en plateau par Stanislas de Baillancourt, gérant associé de Sycomore Asset Management. Bonjour Stanislas de Baillancourt, bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors on va essayer de comprendre avec vous également quels sont vos scénarios un petit peu dans le contexte actuel où on l'a vu en première partie, les questionnements sont nombreux, que ce soit sur les comportements des marchés ou même sur les perspectives économiques, ne serait-ce que pour l'hiver prochain sur le sol européen ou aux États-Unis. Alors je vous propose d'aborder ce sujet potentiellement sur le sol européen par le prisme du pétrole. Alors on a plusieurs pas forcément aux annonces, mais en tout cas nouvelles ce matin. On a pu lire dans la presse financière que Emmanuel Macron et Joe Biden se seraient entretenus à propos de potentielles nouvelles possibilités de production de pétrole du côté de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, et qu'on se rend compte que finalement ils sont déjà presque au maximum de leur capacité actuellement, ce qui alimente encore le scénario de tension énergétique à venir sur le sol européen à l'hiver prochain. En effet, quasiment à pleine capacité. Donc il y a peu de capacité disponible dans l'OPEC aujourd'hui. La demande est là, mais elle est quand même en léger ralentissement depuis le début de l'année du fait d'une croissance économique moindre. D'accord. Donc les deux s'équilibrent un petit peu. Mais plus largement, il y a un vrai sujet sur l'énergie pour les mois à venir, puisqu'on voit déjà que le gaz russe est en train de se tarir, en tout cas pour tout ce qui n'était pas sur des contrats de long terme, en termes de livraison en Europe, sur tout ce qui était en spot. Donc ça va complexifier la tâche de remplissage des réserves en projection de l'hiver. Bien sûr. Et donc la question, en fait, elle est sur tout le mix énergétique qui comprend à la fois les renouvelables, mais dont la mise en place prend des années, le temps de les construire. Il y a l'hydraulique qui est un peu en retard, malheureusement, cette année, du fait d'une pluviométrie moindre en Europe, donc on a un peu moins de capacité de ce côté-là. Et donc après, il y a le gaz, évidemment le pétrole et l'énergie qui va un peu moins pour l'électricité, un petit peu plus pour la consommation. Et enfin, la remise en service, on l'a vu récemment, de quelques centrales à charbon en France et ailleurs en Europe, même si ça reste ça devient marginal. un sujet en France aussi. C'est marginal dans le mix, c'est plutôt un sujet d'annonce pour montrer qu'on met tous les moyens de notre côté pour essayer d'équilibrer au mieux le mix énergétique en prévision de l'hiver prochain. Mais la vraie question, c'est est-ce que, par ailleurs, dans un scénario global de ralentissement, on ne peut pas avoir un coût supplémentaire dans le cas où l'énergie viendrait à être légèrement, moins disponible ou pour certaines industries limitée dans son utilisation à partir du 4e trimestre par exemple. Et donc c'est là que la question se pose un petit peu aujourd'hui, de chercher toutes les sources d'énergie disponibles, sachant que le gaz, évidemment le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, joue à plein aujourd'hui, mais que la capacité à en ramener davantage est très compliquée, puisque aujourd'hui ce sont les bateaux qui sont sous forte contrainte. Et puis surtout parce qu'il y a des annonces politiques, le ministre de l'économie allemande qui parle du gaz comme d'une ressource rare, où on a vu les PDG des grandes entreprises énergétiques françaises appeler du coup à faire des économies. Dans la tribune du JDD, oui, voilà, exactement. Alors tout ça va un peu dans le même sens, c'est de dire voilà, on peut rencontrer des difficultés au 3e, 4e trimestre sur ces différents niveaux, donc actionner sur tous les leviers, à la fois en amont sur la diversification du mix et trouver tous les leviers d'approvisionnement possibles, et de l'autre côté, du côté de la consommation, de dire finalement même cet été,
Si on arrive à consommer un peu moins d'énergie, on va un peu moins tirer, par exemple, sur le gaz dans le mix. Et donc, on va permettre d'accélérer la reconstitution des réserves dans ce cadre-là. Mais est-ce que des tensions énergétiques cet hiver peuvent peser sur la croissance en zone euro ? Ça peut peser, notamment sur... après, va se poser la question en Europe de la répartition des ressources, parce que si on répond rapidement, le pays le plus impacté sera plutôt l'Allemagne, et en particulier l'industrie allemande. Néanmoins, on pense qu'il y aura un certain mécanisme ou des mécanismes de solidarité au niveau européen, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité, dans son utilisation. Donc on sait que maintenant, ce sont des marchés qui sont davantage intégrés que par le passé. Mais il peut y avoir cette question qui se pose notamment au 4e trimestre. Alors toujours sur le sol européen, donc actuellement se tient le forum annuel de la BCE à Sintra. Donc ça a été dit en introduction, il n'y a pas de crainte supplémentaire des marchés vis-à-vis de la première hausse de taux de la BCE à venir. Donc on est toujours sur 25 points de base. En revanche, il aura suffi d'une annonce d'une potentielle hausse de taux pour voir les spreads s'élargir un petit peu. Et la BCE donc, a annoncé un outil anti-fragmentation à venir. Alors on n'a pas plus d'informations pour le moment, mais on a pu entendre du coup en marge de l'ouverture du forum que la piste privilégiée serait de retirer des liquidités du système monétaire d'un côté, donc en facilitant les dépôts des banques auprès de la BCE, pour de l'autre pouvoir aller acheter les obligations qui ont les rendements les plus élevés. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Alors la BCE est dans une situation assez compliquée, c'est-à-dire qu'elle commence un cycle de hausse de taux. Parallèlement à ça, et avant ça, elle termine donc à la fin du mois de juin, donc dans 2 jours, son programme d'achat d'actifs. Bien sûr. Et donc c'est très difficile pour elle parce que ce nouvel outil anti-fragmentation, elle ne veut pas se renier et refaire un programme d'achat d'actifs pour cet outil anti-fragmentation. Oui, parce que son objectif, c'était quand même la réduction du bilan. Elle veut essayer de le faire à isopérimètre. Après, en plus, il y a la contrainte de la clé de répartition aussi. Donc, il y a finalement beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, on a le marché qui a testé la BCE au cours du mois de mai et du mois de juin, qui l'a forcé à réagir un petit peu en urgence. Mais pour le moment, la solution n'a pas encore été apportée. Et on pense que, étant donné le niveau de contrainte qui pèse sur la BCE, il va falloir être très imaginatif pour pouvoir le faire, tout en restant... Alors, il y a aussi l'OMT, etc. Il y a différents outils à la main de la BCE, mais dans un contexte où le but est quand même d'arrêter les programmes d'achat d'actifs nouveaux, donc les injections monétaires, et de remonter les taux, le contexte est assez limitatif. Donc aujourd'hui, clairement, il y a un test un petit peu sur la crédibilité de la BCE de ce côté-là. On a vu les spreads italiens refluer depuis ce sommet d'urgence. Depuis, ils se sont à peu près stabilisés. Mais on sent que la situation peut être très volatile et que ça va être assez compliqué pour la BCE d'être très crédible, alors qu'elle est plutôt dans un mouvement inversé de retrait de la liquidité. Alors, c'est compliqué pour la BCE, mais est-ce que c'est nécessaire pour elle de remonter ces taux aujourd'hui ? Je pose la question parce que le fait de remonter des taux ne pourra pas agir, par exemple, sur les hausses de matières premières énergétiques. Pour autant, on est dans un... C'est une très bonne question, sachant qu'en Europe, on est dans une situation qui est différente de la situation américaine. Aux États-Unis, il y a de l'inflation, notamment parce qu'il y a des pressions sur les prix de l'énergie qui se sont répercutés dans l'ensemble du système, mais il y a également une demande qui est très forte et qui induit aussi de l'inflation salariale parce que le taux de chômage est au plus bas, etc. On n'est pas dans la même situation en Europe où la grosse partie de l'inflation, elle est venue de la remontée des prix par côté offre et pas par un surplus de demande, une demande qui serait beaucoup trop dynamique, beaucoup trop forte et qui engendrerait des hausses de prix. Et donc, c'est ce qui fait que certains membres de la BCE, notamment en Italie, disent que la hausse de taux n'est pas exactement le bon outil pour le type d'inflation qu'on rencontre aujourd'hui. Le problème de la BCE, c'est qu'il y a aussi une affaire de crédibilité. C'est-à-dire que si vous ne réagissez pas quand vous avez 7 ou 8% d'inflation, vous ne pouvez pas laisser les taux à moins 0,50. C'est clairement pas le bon niveau de taux. Donc, obligatoirement, ils doivent réagir. La question, c'est où est le point d'arrivée ? Et là où on attendait peut-être 0,5 ou 1 il y a encore 3 mois, aujourd'hui, les marchés attendent entre 1,5 et 2 en taux final. Est-ce que c'est le bon outil ? Est-ce que c'est pas trop dans un contexte de ralentissement économique ? Et en même temps, la Banque centrale, il faut qu'elle reconstitue des marges de manœuvre pour les prochains cycles plus difficiles. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de normaliser sa politique alors qu'on a déjà le ralentissement monétaire qui arrive, le ralentissement économique qui arrive pour des raisons qui lui sont en partie étrangères, notamment la guerre en Ukraine et donc la remontée des prix des matières premières. Et donc on est un peu à contre-temps. Évidemment, si on avait connu l'arrivée de ces événements, il aurait fallu commencer beaucoup plus tôt. Mais en effet, la remontée de taux est
pas le meilleur outil pour l'inflation, en tout cas celle qu'on connaît Europe aujourd'hui, mais il y a une obligation de réaction dans le contexte actuel de la BCE. Si on parle plus marché actuellement, alors si je regarde à très court terme, on a vu effectivement une remontée des marchés assez uniforme en fin de semaine dernière, une stabilisation hier. Aujourd'hui, on voit un certain nombre d'indices, et notamment le CAC 40, repartir à la hausse. La saison des résultats n'a pas encore commencé, ou en tout cas la grosse saison des résultats n'a pas commencé. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la quiet période, donc la période dans laquelle les entreprises communiquent peu, puisqu'on approche de leur première publication de résultats. Ça va commencer à partir dans la semaine du 20 juillet aux États-Unis. Il y en aura un petit peu en Europe, c'est surtout la semaine d'après et la première semaine d'août, on aura beaucoup de semestriels qui vont tomber en Europe. Clairement, les résultats du premier trimestre étaient très bons, mais le marché est un peu passé outre en disant voilà, c'était un autre monde, c'était avant que les prix de l'énergie soient aussi élevés, etc. Et donc là, on attend un petit peu des ajustements pour l'année en cours et éventuellement pour l'année à venir de la part des entreprises dans ce nouveau contexte. Ce qu'on voit des publications qui sont parfois pour des décalages d'exercice, hier soir il y a une Nike aux États-Unis, c'est que globalement la demande ralentit un petit peu partout. Il y a des problèmes, il y a eu des problèmes de logistique, le zéro Covid en Chine, etc., qui peuvent engendrer un peu des disruptions, soit de production, soit dans la chaîne, dans la consommation aussi. On a un peu de remontée de stock. Donc, c'est pas un arrêt net et brutal, mais globalement, partout, ça ralentit. Et on a eu quand même beaucoup de messages assez prudents dans ce sens. Et il faut s'attendre à plus de messages prudents justement pour la prochaine saison des résultats. Ou même la question, c'est que s'il n'y en a pas assez, est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle du fait de voir que les messages prudents seraient encore plus forts au trimestre suivant ? Alors je pense ça va être très disparate en fonction des secteurs et des acteurs. On sait que par exemple pour certains acteurs, là, le deuxième trimestre, notamment dans le luxe, chez LVMH ou chez L'Oréal, où la reprise a été très forte en Chine, ou même les chiffres en e-commerce ont été excellents alors que pendant les périodes de lockdown, font qu'a priori, le deuxième trimestre, de ce qu'on a l'air de comprendre, semble relativement bon. Sur d'autres secteurs, c'est beaucoup plus attendu. Il y a aussi l'impact de la remontée des coûts. Parce que pour les entreprises, finalement, il y a deux côtés. Il y a l'inflation qui impacte leurs coûts et l'inflation qui impacte les consommateurs et potentiellement réduit la demande. Donc c'est un petit peu... Et ça vient rogner sur les marges des deux côtés, oui. Alors d'un côté, ça rogne sur les marges, de l'autre sur les volumes, et donc plutôt sur le levier opérationnel, etc. Et donc c'est un peu cette réconciliation dans cette nouvelle situation de marché pour pouvoir se projeter que le marché cherche aujourd'hui. Ce qui nous inquiète un peu, c'est qu'à ce stade, depuis 6 mois, les marchés ont beaucoup baissé sur le nouvel environnement monétaire, la forte remontée des taux d'intérêt et donc l'ajustement des multiples de valorisation à ce nouveau contexte après 10 ans de taux extrêmement bas et de politique ultra favorable des banques centrales. Donc on a fait, globalement, pas complètement, mais on a fait une partie importante du mouvement sur l'ajustement des multiples de valorisation. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il nous semble que les attentes de résultats restent encore un peu trop optimistes et un peu trop ambitieuses, en particulier aux États-Unis, et qu'en effet, des déceptions pourraient faire un petit peu la deuxième vague de baisse sur ce nouvel ajustement. Après, une fois qu'on aura fait ça, on sera dans une situation de marché où on aura ajusté les valorisations à la baisse et revu les attentes de résultats et de profitabilité des entreprises de manière beaucoup plus réaliste. Et donc, on sera dans une situation vraiment très saine et probablement on aura fait une base de départ pour l'investissement futur qui sera très favorable. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stanislas de Baillencourt. Je rappelle que vous êtes gérant associé de Sycomore Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir en direct sur Bismart à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.